Bonjour, hello, buenos dias, buongiorno, guten tag, konnichiwa. Après ces salutations dans toutes les langues ou presque de la planète, c'est pour vous souligner l'ampleur du lancement mondial officiel en ce moment même et dans le confort de mon modeste foyer ici dans la ville de Québec au Canada, dans la province éponyme, le lancement de mon livre intitulé La droite veut me tuer. Donc vous voyez le titre et la page couverture telle que vous avez pu l'apercevoir probablement sur ma page de Facebook, entre autres, euh, dans le cadre ou en parallèle ou en marge, si vous voulez, du Festival de littérature Québec tout en lettres qui s'est terminé hier, le 25 octobre. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 octobre à 16 heures, heure normale de l'Est de l'Amérique du Nord ou de l'Est du Canada, dans la province de Québec toujours. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Luc J. Vigneault. Je vous souhaite la bienvenue à ce lancement officiel de mon roman intitulé La droite veut me tuer. Lancement qui se déroulera un peu de la façon suivante, un peu comme une salade de fruits, si on veut. En passant le petit pourquoi, le pourquoi le salut, les salutations polyglottes, c'est parce que vous savez que non seulement ce vidéo est présenté sur mon profil Facebook à travers le monde, en dehors de Facebook aussi, mais également présenté sur la plateforme YouTube, dont je salue les téléspectateurs qui me regardent présentement. Donc, le déroulement du lancement s'effectuera de la façon suivante. Premièrement, il y aura un petit message d'introduction, ce que je suis en train de faire présentement, dans lequel il y aura un petit laïus explicatif, un résumé, si on veut, du contenu du livre intitulé La droite veut me tuer. Je vais procéder à l'instant même à la lecture de ce petit laïus que j'ai écrit en manuscrit. Bon, vous voyez que je suis un vieux de la vieille, c'est-à-dire je suis de la vieille école, ceux qui écrivent encore à la main, avant de faire évidemment le traitement de texte. Donc, voici le résumé, en gros, du récit, ainsi qu'une analyse, si on veut, euh, j'allais dire psychanalytique, oui, mais presque, du contenu de l'histoire de ce roman, lequel résumé se lit comme suit. Dans un Québec indépendant de droite, en 2024, donc pas tellement loin du moment présent, un journaliste français de passage pour le travail fait la connaissance d'un poète jadis révolutionnaire de gauche qui lui explique sa vision personnelle de ce nouveau pays. Le scribe décide alors de rédiger un article sur lui, lequel aura des retombées politiques potentielles. Ce reporter en question s'appelle Didier Haby. Et l'artiste de la rime, lui, s'appelle Pierre de Varenne. Deux hommes de lettres, deux intellectuels au destin divergent, à la recherche d'un terrain d'entente propice à une compréhension générale plus creusée de la planète qu'ils arpentent et des gens qui la peuplent. Mais surtout, une vision psychosociale pertinente, teintée d'une allégorie prémonitoire qui trouve écho dans le passé et le présent. Preuve que les mentalités peuvent évoluer tout en faisant du surplace. Ce que déploreront les deux personnages, au bout du compte. La nature humaine le veut-elle ainsi? Telle est la question. Cette histoire digne des futurologues tente d'y apporter un modeste début de réponse, en y suscitant une réflexion sérieuse, afin de remettre le sens des valeurs au bon endroit et de découvrir éventuellement une beauté certaine derrière une certaine laideur et vice-versa,
en plus d'offrir un prolongement de l'actualité issue de nos peurs et inquiétudes communes. Écrit quelques 7 ans avant le début de la présente pandémie, le manuscrit de cet ouvrage n'a symboliquement pas pris une seule ride, renversant également le miroir du jeu des rôles dans sa dichotomie contradictoire à l'intérieur de chacun des êtres humains que nous sommes et de la société que nous formons tous ensemble, solidaires les uns envers les autres. Voilà pour cette petite introduction, cette petite mise en contexte. Que pourrais-je ajouter de plus? Sinon que c'est quand je parle du prolongement de ce récit, de cette histoire, de ce roman, de cette fiction, disons-le, qui trouve quand même des relents certaines bases dans l'actualité, ainsi que je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a quelques secondes, qui trouve sa base même dans la réalité dans laquelle nous vivons présentement. Quand je parle de la dichotomie, du renversement du jeu des rôles, du renversement du miroir de ce fameux jeu des rôles, la gauche peut être la droite, mais la droite peut être la gauche aussi, comme vous le découvrirez à la lecture de ce roman qui s'intitule quand même à juste titre, il faut le dire, La droite veut me tuer. Est-ce que la gauche veut nous tuer aussi, les humains que nous sommes? Peut-être que oui, peut-être que non. À vous, à la race humaine, de le découvrir. Je vais donc procéder à une petite lecture d'extraits judicieusement choisis du roman en question, à commencer tout d'abord par l'introduction, ensuite la brève introduction d'une page complète, et ce sera suivi de 3 pages et demie du chapitre 1, les 3 premières pages et demie du chapitre 1, et nous conclurons avec une lecture d'un autre extrait, cette fois à mi-chemin du chapitre 6, lequel se situe également à mi-chemin dans le roman. Donc, sans plus tarder, voici La droite veut me tuer en introduction. Le 1er octobre 2018, la Coalition pour l'avenir du Québec remporte majoritairement les élections générales au Québec. Cette victoire, qualifiée de souverainiste de droite, sonne ainsi le glas des aspirations au pouvoir du Parti libéral. À l'instar de son grand frère fédéral après la commission Gomery, il entamera à son tour une longue traversée du désert due, entre autres, aux allégations de corruption soulevées par le rapport final de la commission Charbonneau déposé quelques années auparavant. Ce suffrage marque ainsi l'avènement de la CAQ, laquelle avait préalablement englobé l'Action démocratique du Québec, l'ADQ, afin de renforcer l'opinion de droite dans la province. La nouvelle formation se fit ensuite réélire en 2022. Puis le pays en devenir subit le même sort que l'Allemagne de la fin des années 1940. Après une crise pandémique ayant mené à une guerre civile intestine, et se fragmenta et mena à la création d'une nouvelle nation appelée la Nouvelle République du Québec, dont les frontières s'étendent du comté de Portneuf, situé à l'ouest de la ville de Québec, jusqu'à Rivière-du-Loup, le long du fleuve. Dans son schisme, l'ancienne province donna également naissance à 2 autres pays, la République monarchique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme le voulait la prophétie annoncée à l'intérieur du spectacle La fabuleuse histoire d'un royaume, et la République de Montréal, qui engloba l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, la baie James,
l'Estrie et la Mauricie. Quant au reste de la province, la Gaspésie, la Côte-Nord et les îles de la Madeleine, elle fut annexée aux Maritimes, laissant ainsi le territoire du Nouveau-Québec aux Premières Nations inuites. Depuis la fin de cette guerre civile le 22 janvier 2023, ces peuples vivent heureux après autant de luttes fratricides et en parfaite harmonie avec leurs voisins géographiques. Mais pour ce qui est de la nouvelle République du Québec, n'y accède pas qui le veut bien, tant à l'intérieur de ses frontières que dans le cœur, l'âme et les pensées de ce peuple, comme le constatera le journaliste du quotidien français Le Figaro lors d'un voyage d'affaires, plus précisément pour couvrir l'annonce de la nomination d'un nouveau dictateur dont le mandat durera 6 mois, comme au début de l'Empire romain. En effet, Didier Abi entame un séjour dans la capitale du nouveau pays, Québec, lequel sera truffé de nombreuses découvertes, pour le meilleur et pour le pire. Voilà pour l'introduction. Voici maintenant un extrait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des 3 pages et demie ou 4 premières pages du chapitre 1, histoire de vous mettre l'eau à la bouche et de vous donner un certain avant-goût, pour ne pas dire un avant-goût certain, du contenu du roman. Chapitre 1. Après quelques secondes de fouille parmi mes bagages à main, je t'ai finalement trouvé, petit calepin de notes aux pages toutes blanches, qui n'attendent plus que d'être griffonnées. Ce que j'ai hâte de toucher la piste de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Ce voyage en Nouvelle-République du Québec m'amène à ouvrir une boîte de Pandore. J'avoue ne pas connaître grand-chose de ce nouveau pays, outre ses cabanes à sucre, comme ils le disent si bien, et les Amérindiens, et tant d'autres clichés auxquels on m'a fait savoir qu'ils sont habitués. D'ailleurs, j'ai une dégustation de produits d'érable prévue à l'horaire lundi au Carré Diouville, juste avant l'annonce de la nomination sénatoriale du dictateur, lequel régnera sur le pays pendant les 6 prochains mois. Pourquoi un dictateur? Et pourquoi un mandat de 6 mois? Ici, une explication s'impose. Si je me fie aux notes que j'ai prises avant de quitter le sol français, il y a déjà eu des précédents dans l'histoire de l'humanité. Celui qui nous vient le plus souvent à l'esprit remonte jusqu'à l'an 509 avant Jésus-Christ, lorsque la noblesse romaine renversa la monarchie pour jeter les bases de la République de Rome, qui allait devenir un peu plus tard l'Empire romain. Le Sénat était alors sous la gouverne de 2 consuls qui avaient le droit de nommer un dictateur au pouvoir quasi illimité, mais avec un bref mandat de 6 mois. L'ambassadeur du Québec en France m'a expliqué qu'un mandat aussi éphémère offre l'avantage d'éviter tout débordement typique des autres formes de dictature dans le monde. Celle-ci étant encadrée de façon un peu plus stricte. Un peu comme un gouvernement minoritaire, quoi. J'ai tout juste le temps d'écrire mes premières impressions lorsque le commandant nous annonce que le DC-10 d'Air Canada, dans lequel je suis confortablement assis, en fait plus ou moins, compte tenu de mon mal de l'air, je suis natif du Taureau, signe de terre, ce qui est pour quelque chose, arrive bientôt à destination et que l'équipage s'apprête à entamer les procédures d'atterrissage. Dieu soit loué, me dis-je. J'admets ne pas être un bien grand voyageur, vu ma peur bleue de l'avion, ce qui ne paraît toujours pas chez moi, semble-t-il. Comme quoi les apparences sont souvent trompeuses. Je préfère nettement mieux le train, chose plus commune en Europe. Les frontières y sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres, ce qui explique que j'y ai fréquemment été assigné depuis le début de ma carrière. Dans le cas actuel, oui, c'est mon baptême de l'air, vous l'aurez sans doute deviné. Heureusement que Québec n'est qu'une escale de ce vol. L'aérobus fera ensuite route vers l'aéroport Lester B. Pearson de Mississauga, en banlieue de Toronto.
Pour les non-initiés, il peut sembler étrange qu'un appareil d'une société d'État canadienne puisse franchir l'espace aérien de la nouvelle République du Québec, jusqu'à y atterrir même. On dit qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. D'après les informations que j'ai glanées avant de quitter Charles de Gaulle à Paris, ce nouveau pays maintient des liens économiquement étroits avec ce qu'on appelle communément le ROC, le Rest of Canada, en ce qui a trait à l'utilisation de la même monnaie, entre autres choses. Comme les anciens francs français, suisses et belges, comme les dollars américains, canadiens et désormais québécois. Cela fait partie de la proposition du nouveau partenariat économique avec les autres provinces canadiennes, analogue à la souveraineté association, si chère à l'ancien premier ministre du Québec, René Lévesque. Ce pacte monétaire a en effet été ratifié le 24 novembre 2022. Oh, cela me fait penser que je dois me diriger vers le bureau de change le plus près, une fois que nous aurons atterri. Surtout si je veux convertir mes 1300 € d'argent de poche en dollars québécois. Et si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire dans les pages d'économique de mon employeur, le Figaro, les devises québécoises sont supérieures aux euro-dollars. En fait, on m'a informé de toutes les petites formalités qui précéderont, comme la douane, l'accréditation journalistique pour la conférence de la nomination du dictateur, laquelle aura lieu le lundi 26 mars sur la colline parlementaire, puis la réservation de ma chambre d'hôtel au Delta, en Haute-Ville, etc. Ouf, ma journée n'est pas terminée, loin de là. Elle ne fait que commencer. L'agente de bord, Angela, passe à côté de mon siège pour noter que je suis en train d'écrire dans mon carnet. En se raclant la gorge, elle attire mon attention afin de me ramener gentiment à l'ordre, celui de m'intimer la consigne d'attacher ma ceinture de sécurité et de redresser mon siège pour l'atterrissage. Merci, mademoiselle, que je lui réponds aussitôt, tout en obéissant docilement. J'essaie d'afficher une attitude plutôt zen dans ma réponse. D'autre part, je suis convaincu qu'Angela est une agente de bord expérimentée, en dépit de son jeune âge apparent. Ce n'est sans doute pas la première fois qu'elle s'adresse à un passager qui n'a pas le pied aérien, si je peux dire. Elle me tape alors doucement sur l'épaule et elle me dit d'un sourire se voulant rassurant. En dépit des statistiques, je peux vous certifier qu'il y a moins d'écrasements d'avions que d'accidents d'automobile. Je me sens alors rassuré, lui dis-je, avec un sourire crispé, laissant entrevoir que je suis tout sauf rassuré. Quelques minutes d'angoisse claustrophobique, l'angoisse étant pour moi, bien entendu, suivent ponctuées d'une sensation de mouvement de la carlingue, qui nous indique que les manœuvres d'approche de la piste d'atterrissage sont entamées. Je regarde le hublot de l'appareil. Ma terreur des airs arrive à terme en voyant la piste d'atterrissage de l'aéroport Jean-Lesage grossir à vue d'œil. Puis une brève secousse et le crissement des pneus du train d'atterrissage me fait pousser un soupir de soulagement. Cela vient mettre un point final à cette première traversée aérienne de l'océan Atlantique dans mon cas. Enfin sur le plancher des vaches. Je n'en suis pas trop malheureux. Il me faut prendre mon mal en patience lors de l'attente de l'arrimage de l'appareil d'Air Canada sur le tarmac, permettant à une forte majorité de passagers débarquant à Québec de quitter l'aéronef, puis de fouler le sol québécois, avant que le transporteur ne décolle à nouveau pour se diriger vers la ville reine. Une fois l'avion arrimé, les passagers accèdent à l'aérogare, aux douaniers constamment zélés, 11 septembre oblige, aux inévitables détecteurs de métaux et à la récupération des autres bagages. Et merci d'avoir choisi Air Canada, mesdames et messieurs. Parfait, me dis-je, je ne m'en porterai pas trop mal. Voilà pour les 3 ou 4 premières pages du chapitre 1.
Nous allons enchaîner et terminer cette lecture d'extrait avec, avec quelques pages tirées du chapitre 6, comme je l'ai dit, à mi-chemin du roman. Or, ce samedi matin, vers 6 heures, je m'assis devant mon portable pour mettre la touche finale à mon article et en réviser les fautes de frappe. Je m'arrête pour réfléchir au titre quand le téléphone sonne. Je décroche. La réceptionniste de l'hôtel m'informe que Pierre veut me parler, de toute urgence. Je prends la communication. Au bout du fil, sa voix me semble tremblotante d'émotion. Hier, vous m'avez laissé entrevoir la possibilité de vous rencontrer d'ici lundi. Oui, je me souviens vous avoir dit cela. Est-ce que cette déclaration-là tient toujours? Pourquoi? Parce que j'en aurais grand besoin. Que se passe-t-il, Pierre? Par le ton de votre voix, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Écoutez, M. Abbey, par souci de transparence, j'avoue détester les conversations téléphoniques et privilégier les bonnes vieilles rencontres en tête à tête. Si ce n'est trop exigé de votre part, je préférerais vous dire de vive voix ce que je veux vous dire. Croyez-moi, si ce n'était pas important, je ne me serais pas donné la peine de vous contacter à une heure si matinale. Très bien. Où voulez-vous que l'on se voie? Vous avez toujours mon adresse? Oui. Alors chez moi. Vers quelle heure? Donnez-moi le temps de finir mon article, de le peigner et de l'envoyer à la rédaction du Figaro. Si j'étais vous, m'interrompt-il, j'attendrai avant de faire parvenir votre papier à votre rédacteur en chef. Entendu pour le moment, je le place sur brouillon et je viens vous voir vers 8 heures. Ça vous va? Oui, parfait. Donc à 8 heures. Il raccroche. Il me semble paniqué et désespéré. Je mets mon article sur la glace, referme mon portable, me dépêche pour prendre une douche, m'habiller et quitter mon hôtel pour me rendre chez lui. J'arrive sur place. Je cogne à la porte. Une fois, puis une deuxième fois, sans réponse. Je porte ma main vers la poignée. Je me rends compte qu'elle n'est pas verrouillée. Je la pousse un peu. J'entre. Une fois à l'intérieur, je scrute le salon du regard, jusqu'à m'arrêter sur le fauteuil. Pierre y est assis de manière inconfortable. Je réalise qu'il tient un couteau à steak dans sa main droite et qu'il est sur le point de sectionner la veine de son poignet gauche. L'évidence de son intention me frappe d'horreur. Il lève la tête vers moi et me regarde avec des yeux suppliants. Le temps se suspend pendant de très longues minutes, durant lesquelles il plonge son regard aux abois dans le mien, comme pour quêter une réaction, un geste de ma part, qui l'empêcherait de commettre l'irréparable. Enfin, au bout de cet interminable suspense, il a le réflexe, bienveillant et salutaire, de laisser choir son couteau sur le plancher. Une larme coule alors sur sa joue. Je m'approche de lui le plus lentement possible, sans le brusquer. Puis il se lève tant bien que mal, pour enfin venir se jeter dans mes bras, sa voix brisée par les sanglots, sa gorge étranglée d'émotion, l'empêche de parler de manière intelligible. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes, trop longues de souffrance et trop courtes de vie à la fois, qu'il relâche peu à peu son étreinte, me permettant de lui poser la question de circonstance, la première qui me vient à l'esprit et qui trahit mon désarroi. Mais qu'est-ce qui vous prend, Pierre? Vous alliez vraiment vous tuer? Non! Qu'il s'écrie entre deux reniflements. C'est la droite qui veut me tuer. Je vous avoue ne pas très bien vous suivre.
Je ne vous ai pas tout dit à propos de mon passé, de mon présent de militant de gauche. En fait, il reste beaucoup à dire et à redire. Mais que voulez-vous dire? Depuis mon entrevue avec Mme Meunier il y a 2 mois, ma page Facebook est placardée de mur à mur de courriels et de commentaires haineux provenant de sympathisants de groupes d'extrême droite à travers le continent qui souhaitent ma mort. Atalante, la Meute, Storm Alliance, même les Rednecks de l'Alberta et les membres du Ku Klux Klan de l'Alabama m'ont clairement fait savoir leur façon de penser. Autre montée de gouttes d'hydrogène vers ses nerfs optiques, qui vient casser sa voix. Apparemment, il vient d'ouvrir sa boîte de courriel et son compte Facebook, ce qui l'a mis dans ce lamentable état psychologique, lui donnant le goût d'en finir avec la vie. Cette vie de solitude éternelle qui le fait tant souffrir et qui s'est montrée impitoyable. Je tente de le rassurer. Allons, Pierre, ce ne sont que des imbéciles, rien que des trolls, des voix mourantes, quoi. Enfin, ne comprenez-vous pas que c'est le lot de mon existence et qu'avec un gouvernement de droite, ça prendra une ampleur sociale démesurée? Tous les jours, on me dévisage avec des yeux étranges, comme si je débarquais d'une autre planète. Même ma mère ne cessait pas de m'arrêter de me dire d'arrêter de parler en parabole parce que ça me rendait encore plus bizarre auprès des autres et faisait de moi un objet de curiosité encore davantage. Je me sens incompris même par mes proches, déjà qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Pierre, ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas aussi bizarre que les autres ne veulent bien vous le faire croire. J'ai beau tenter de le réconforter. Rien à faire. Notre homme demeure tout à fait inconsolable. Il débite un discours à la fois intelligent et confus. Il est clair qu'il a perdu le contrôle de ses émotions. Je lui propose donc de s'asseoir à la table de la salle à manger de son studio et de lui faire une tasse de café. Un coup d'œil rapide à son comptoir de cuisine me rend perplexe. Je lui demande « Vous n'avez pas de cafetière ?» L'absence de réponse de sa part me fait conclure qu'en effet, il n'en a pas. Malgré que j'ai trouvé un pot de café dans son garde-manger à moitié dégarni. Avec les moyens du bord, je fais bouillir de l'eau dans une petite casserole pour le remontant matinal. Et au bout de 5 minutes, nous sommes tous deux attablés à la salle à manger. Voilà pour le dernier extrait de ce roman intitulé « La droite veut me tuer ». J'espère qu'il aura su vous plaire et vous aura donné le goût de vous procurer ce livre, que vous pouvez désormais vous procurer sur Amazon dans 2 versions. D'abord la version numérique qui coûte 4,99 $ canadiens, environ 5 €. Et vous pouvez également vous commander, toujours sur Amazon, une copie papier, comme celle que je viens de vous lire et que je tenais dans mes mains et dont je vous en ai fait la lecture. Vous pouvez la commander pour 20 $, plus les frais de livraison. 20 $ canadiens toujours, environ 20 €, ne connaissant pas le cours de l'euro versus le cours du dollar canadien et ou américain, peu importe. Ça tourne autour de 20-25 $, que ce soit en euro-dollar, que ce soit en dollars canadiens. Alors donc, c'est sur cette note que je conclus cette lecture et ce lancement officiel du roman « La droite veut me tuer ». Je vous dis à la prochaine et je vous dis, il y a du bruit, ce sont les voisins, effectivement. Et j'allais vous lire, oui c'est ça, je vous ai lu le laïus, effectivement, oui. Alors donc, je vous dis bonne lecture et je vous dis à la prochaine.